C'est parti, donc je vais te laisser, Sylvie, partager ton écran, puis on se lance. Je vais sortir quand même la présentation. Regardez en haut de l'écran, vous allez voir un petit micro rouge. Vous voyez ici, là, la barre. Alors, je l'ai déjà placé. J'attire votre attention, puis ça va revenir pendant la formation. C'est la barre de Dragon, Naturally Speaking. Je pense que c'est la dernière ou avant-dernière version. Alors, c'est à ça que la bête ressemble. Il y a eu beaucoup de versions. Alors, ici. Et ici, à droite, parce qu'on va voir, on va travailler avec deux environnements de traduction. C'est ce que je disais à David au début, c'est que vous connaissez votre collègue Joachim Lépine qui donne d'excellentes formations sur les dragons et les environnements de traduction. Fait que je ne voulais pas faire double emploi, répéter ou présenter d'autres choses que Joachim vous présente déjà très bien. J'ai déjà suivi ces formations. Alors, je vais me concentrer aujourd'hui sur Studio et Traduit. Alors, ce que vous voyez à droite, ici, ça va revenir plus tard. C'est l'interface de Traduit qui commence à prendre sa place dans la présentation d'aujourd'hui. Alors, de toute façon, je vais revenir au fur et à mesure. Là, je vais vous guider là-dedans là, parce que c'est assez... on voit beaucoup de choses. Alors, le but de la formation en 3 volets que je vous donne, c'est de vous convaincre, de vous persuader que la dictée, en utilisant la dictée plutôt que le clavier, vous allez vous épuiser beaucoup moins, ou même pas du tout, et de vous démontrer pourquoi. Alors, la semaine dernière, je vous ai démontré une première chose. Je vous ai démontré avec la méthode on n'était pas encore tout à fait en dictée parce que je ne sais pas si vous avez entendu le commentaire de Lise à la toute fin. Elle dit, mais moi, je le fais déjà avec mon clavier. Donc, on n'était pas encore en dictée, on était en traduction. Mais Lise est une traductrice d'expérience, donc elle a déjà ce réflexe-là de déconstruire puis de reconstruire. Je vais vous montrer maintenant c'est quoi la différence entre le clavier et la dictée. Alors, mais il fallait que je vous montre la façon de le faire, mais je vous ai expliqué que le gain qu'on a, c'est qu'on ne lit pas, à la différence de ce que vous faites quand vous lisez un roman ou un livre pour vos cours. Vous lisez toujours de gauche à droite dans nos langues à nous, là, les langues occidentales, et puis quand on a besoin d'informations, on vient dans la phrase. Mais ce que je vous ai dit à la toute fin, j'ai dit, vous avez avantage à aller tout de suite voir le verbe. Après ça, vous en allez à gauche, puis vous en allez à droite. Puis ça, c'est une gymnastique mentale qui finalement, ça prend à peu près 3 jours à intégrer. C'est comme n'importe quelle habitude. Bonjour, Daniel. Allô, j'ai failli vous oublier. Ah, Daniel. Perdu dans mon fuseau horaire, j'ai failli vous oublier. C'est pas grave. Tu aurais pu, mais on est content que tu sois avec nous. On est content que tu sois avec nous. Alors, c'est ça. Fait que là, on a ce gain-là. Maintenant, on va voir d'autres gains qu'on fait avec la dictée. Donc, je vais faire faire le même exercice que la dernière fois sur la cohérence cardiaque parce que c'est dans le but de vous aider à vous concentrer sur ce qui s'en vient. Encore là, Danielle arrive, elle doit être très stressée. Puis il y en a d'autres qui, comme nous, on a eu le temps de dîner et tout ça, mais on est moins stressé. Alors que pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, capter le plus d'informations possibles et de bien la traiter, bien, on va faire le même exercice que la semaine dernière, c'est-à-dire nos quelques minutes de cohérence, une petite pause de cohérence cardiaque. Alors voilà, si vous êtes dans ce mood-là, comme je vous disais la semaine dernière, vous pensez surplus de travail, est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire, tarif dégressif si vous êtes à votre compte, garderie si vous êtes un parent. Alors, si vous pensez à ça, l'exercice qui suit va vous aider à décrocher. Alors,
Voilà, alors je vous invite, si vous êtes très stressé, à vous accrocher, couper le moteur, à vous poser, à vous arrêter, apprécier le moment présent, de vous mettre dans cet esprit-là pour produire la DHEA. Et sinon, oups, je suis allée un petit peu trop vite. Et sinon, si vous êtes stressé, alors de vous déposer, de ralentir, de choisir le calme, d'être calme et d'être. Alors, on prend 5 minutes. Donc, je vous invite à respirer par le nez. On va voir aussi dans la formation aujourd'hui qu'en inspirant par le nez, on stimule une certaine l'hippocampe dans notre cerveau, qui est le siège de la mémoire. Alors, on a beaucoup parlé dans la première partie de la mémoire. On va maintenant rajouter j'en rajoute une couche, je rajoute la mémoire à long terme. Et dans votre pratique, c'est aussi simple que ça, c'est de respirer par le nez parce que vous oxygénez l'hippocampe qui, à ce moment-là, va récupérer, qui fait le lien d'ailleurs entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors, elle va vous construire des beaux textes. Elle va aller chercher les souvenirs qui vont vous être utiles pour le texte sur lequel vous travaillez. Mais encore, c'est ça, il faut faire attention à notre respiration pour bien travailler. Alors, on se retrouve dans 5 minutes.
Alors, voilà. Hop. Donc, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière. Oups. Voilà, la semaine dernière. Alors, je t'avais parlé un petit peu là, de mon cheminement, comment j'en étais arrivée à cette prise de conscience-là. À partir de l'approche syntaxique proposée par Noam Chomsky, la grammaire générative transformationnelle. Ensuite, je suis passée à la grammaire, à l'approche sémantique avec le modèle de Kinch et Van Dyck, qui a établi que c'était comme ça qu'on lisait, ça a été significatif, ils ont obtenu des résultats significatifs. Donc, j'avais une assise très solide et nous, on travaille en compréhension et en production. Donc, c'est un outil très intéressant et c'est cette approche-là, ces deux approches-là que j'ai intégrées dans ma thèse de doctorat pour analyser le corpus que j'avais. C'était des interprétations faites en simultané. Alors, avec des hommes et des femmes. Je pense que je ne me rappelle plus, là, ça fait un petit bout de temps, mais il me semble que j'avais surtout de l'anglais vers le français, mais un petit peu de français vers l'anglais. Alors, quand j'ai quitté, j'ai commencé à travailler et là, je suis arrivée aux traductions Tessier où on exigeait de dictée. Et à l'époque, la dictée était considérée comme quelque chose de rétrograde parce que les ordinateurs s'imposaient de plus en plus. Donc, contre vent et marée, M. Tessier avait tenu son bout parce qu'il avait constaté qu'il y avait lui, non plus, il comprenait pas, il avait observé, entre autres en travaillant à la Chambre des communes, il y avait des traducteurs qui travaillaient en dictant, puis il y en avait d'autres qui travaillaient avec le clavier. Et là, il a vu la différence de productivité et quand il a ouvert son cabinet, tout de suite, il a imposé cette façon de travailler qui était plus lucrative pour lui, puisque là, il était à son compte, donc il fallait que son entreprise fonctionne. Et vous remarquerez une chose aussi, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, la différence entre les hommes et les femmes en traduction. Vous remarquerez que, puis ça m'a frappé après coup, que c'est un homme qui a imposé la dictée qui a amené et je vais vous expliquer pourquoi. Tout à l'heure, on va faire la différence entre la zone du langage chez les hommes et chez les femmes. C'est un sujet que j'ai regardé cet aspect-là justement quand j'ai fait ma thèse de doctorat. Puis depuis à peu près 30 à 40 ans, il y a des données qui sont établies. Moi, je n'ai pas tout dépouillé ce qui se faisait parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Mais c'est la différence entre la zone du langage chez les femmes et chez les hommes. Ce n'est pas la même chose. L'acquisition du langage ne se fait pas de la même façon. Alors, c'est ça. Alors, on va revenir là-dessus. Donc, on va revenir avec nos 4 personnages. Donc, on avait Mitch, les 4 processus mentaux, qui lui, c'est la microstructure, c'est justement les concepts qu'on extrait. On avait Max qui est le représentant des macro-règles, c'est-à-dire qu'on fait toujours ça quand on parle à quelqu'un, quand on raconte une histoire. On utilise beaucoup les macro-règles pour simplifier l'information. On enlève tous les détails quand on veut être compris rapidement, mais on va à l'essentiel. Donc, c'est un processus qui est très utile en traduction parce que ça nous permet de faire le passage d'une langue à l'autre plus facilement. On a ici la mémoire dont on va parler, qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, mais sous d'autres angles. Alors, la mémoire qui est, la semaine dernière, je vous ai parlé de la mémoire à court terme, qui emmagasine 5 à 9 éléments. La mémoire à court terme, ce qui fait qu'on devient de plus en plus efficace, nous les traducteurs, parce qu'on a avantage d'utiliser cette mémoire-là, c'est que ce qu'on appelle en anglais des chunks, en français, j'ai traduit ça par éléments, c'est que quand on devient de plus en plus habile, les chunks sont de plus en plus gros. Fait qu'on a toujours 5 à 9 éléments qui passent dans notre mémoire à court terme, mais ils sont plus gros. Alors, on devient plus efficace parce c'est comme si on avait un plus gros contenant, mais on a le même nombre de contenants, mais dans chaque contenant, il y a plus d'informations.
c'est un peu l'image que je vois là, pour vous faire comprendre ce qui se passe. Donc, c'est un des facteurs, c'est ça qui fait, entre autres, qu'on devient efficace avec le temps. Alors, aujourd'hui, on va passer, c'est quoi la différence entre dictée et reconnaissance vocale? Des fois, les gens, bon, je commence à parler de reconnaissance vocale. Oui, mais ce n'est pas de la dictée. Ou je dis la dictée, ah, mais ce n'est pas de la reconnaissance vocale. Avec, on va tout de suite faire la différence. La dictée, c'est justement le passage par voix, vocalement, à voix haute, d'une langue à l'autre, un peu comme l'interprétariat, mais pas comme l'interprétariat parce que les interprètes écoutent quelqu'un parler devant eux. Nous, on a un texte et on doit rendre, à la différence des interprètes qui ne sont pas, qui sont pas tenus, ils ne peuvent pas tout rendre l'information que le locuteur devant eux donne, ça serait impossible à cause des contraintes dans lesquelles ils sont. Là, nous, on doit remettre exactement toutes les informations dans la langue d'arrivée, dans la langue source. Donc, ça, c'est la dictée, transfert, mais ça se fait oralement. La reconnaissance vocale, c'est l'outil ou les outils dont je vais vous parler aujourd'hui pour utiliser le discours que nous, nos énoncés oraux, puis les reproduire sur papier ou dans notre fichier Word, Excel ou PowerPoint. Ça, c'est la reconnaissance vocale. Et c'est sûr que plus on a meilleurs sont nos outils, encore là, on fait un gain. Là, on tombe, là, c'est plus du côté technique. Donc, c'est intéressant d'avoir des bons outils. Et la bonne nouvelle, c'est que les outils se multiplient en reconnaissance vocale. Avant ça, il y a quelques années, vous m'auriez dit, c'est quoi le meilleur outil pour la reconnaissance vocale? J'aurais dit Dragon. Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse différente. Je vais vous dire Dragon, mais je vais vous dire aussi la reconnaissance vocale dans Word, en fait, dans la suite Office, mais à partir de 2019. Donc, 2019, puis Office 365. 2016, ça commençait à être mieux, mais ce n'était pas encore très, très bon, là. Je ne l'aurais pas recommandé. Mais 2019 puis Office 365, je vous le recommande. Donc, si vous êtes abonné à Office 365, je vous dirais que si vous commencez à faire, vous n'êtes pas sûr, là, parce que Dragon, c'est plus perfectionné, évidemment, que Office, parce qu'il y a plus d'options. Mais si vous n'êtes pas certain, je vous recommanderais de commencer par Office, puis de voir comment vous êtes à l'aise avec, parce qu'il y a quand même assez d'options. Puis, si vous avez le goût d'aller plus loin, pensez à acheter Dragon. Ça, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Je n'aurais pas dit ça il y a 2 ans. Donc, on va regarder un petit peu, je reviens donc à la dictée, à l'être humain. Là, je laisse de côté, là c'était pour vous montrer les deux, le côté technique et le côté humain là, de l'opération. Donc, je reviens à la dictée, donc nous, comment est-ce qu'on fonctionne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la mémoire à long terme, ou de la mémoire à long terme et du passage de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Puis vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Je vais vous parler des longueurs d'onde. Le cerveau travaille, quand on dicte, à des longueurs d'onde beaucoup plus élevées que lorsqu'on tape un texte. Alors, les longueurs d'onde, je vais vous le montrer tout à l'heure, c'est les ondes gamma, puis je vais vous expliquer comment ça fonctionne. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mon contenu. OK. Ah oui, puis c'est ça. On va voir aussi les automatismes qu'on peut utiliser en dictée, parce que aussi, on a un gain quand on est conscient des automatismes sur lesquels on peut s'appuyer, quand on se sécurise nous-mêmes. Parce que le problème avec un automatisme qu'on utilise, là, je vous parle, puis je ne pense pas à ma grammaire, tout est automatique parce que c'est ma langue maternelle, je la possède bien. Mais le problème d'un automatisme, c'est que c'est inconscient. Fait que je vous dis, vous appuyez sur vos automatismes, vous n'êtes même pas conscient de vos automatismes. Donc, c'est difficile pour vous de vous sécuriser avec ça.
Alors, on va voir un petit peu comment ça rentre en ligne de compte. Alors, aujourd'hui, je vais procéder un petit peu différemment de la dernière fois. Je vais vous mettre un petit billet que j'ai écrit je vais vous mettre dans le chat. Vous allez pouvoir ouvrir sur votre ordinateur. Alors, c'est un petit billet, puis ça va vous... Je ne sais pas si est-ce que vous avez accès dans le chat? OK. Alors, je vais vous laisser à peu près 5 minutes pour le lire. Puis, on va partir la discussion là-dessus. Pas très long, j'imagine que tout le monde, est-ce que pas mal tout le monde l'a lu? Oui? OK. Ce que je voulais vous dire, ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez tous remarqué, des fois, vous êtes bloqué, il y a un passage qui vous n'arrivez pas, vous comprenez l'idée, mais vous n'arrivez pas à trouver la formulation. Puis, ce que vous laissez ça de côté. Si vous avez le temps, vous allez prendre une bonne marche, puis vous allez changer les idées, vous allez faire autre chose, puis vous allez revenir, puis ça va y être, vous allez avoir l'idée. Avec la dictée, c'est là toute la beauté de la chose. Je me suis rendu compte avec le temps que je n'avais pas besoin de faire ça parce que je tombais justement, là je ne dirais pas quelqu'un qui commence, là, qui sort de l'université et qui commence à faire la dictée parce que le cerveau n'est pas encore, comment je pourrais dire, le cerveau est plastique. Ça prend à peu près 2-3 ans avant que tout soit correct. Là, puis il faut avoir travaillé à temps plein aussi. Là. Mais quand on a assez d'expérience, moi, je me suis rendu compte avec la dictée que je tombais comme, je dictais, puis j'étais comme là, puis pas là en même temps. Donc, j'étais comme au pays des licornes tout en dictant. Pour revenir à cette image-là, de toute façon, l'ouvrage de M. Jean-Dominique Michel, de messieurs Jean-Dominique Michel et Marc-Robert Waldman, ça s'applique à la vie de tous les jours, là, ça ne s'applique pas à la traduction, mais ça m'a fait prendre conscience quand j'ai lu cet ouvrage-là qui a été publié justement dans le temps de la pandémie, là, pour lutter contre les effets néfastes du confinement sur le fonctionnement du cerveau. Je me suis rendu compte que je travaillais en dictant souvent en mode à la fois présente puis à la fois dans la lune. C'est comme si j'étais dans ma mémoire à long terme, j'étais dans mes souvenirs, puis en même temps que j'étais présente à mon texte, puis à mon clavier, si j'étais obligée de taper, mais surtout quand je disais que là, c'est encore plus vrai. Donc, c'est ça un autre des avantages de la dictée. Parce qu'on on repose notre cerveau tout en dictant quand on est dans cet état-là. À la différence, c'est comme, je vous dirais, je faisais le lien la semaine dernière avec le sport. Quand vous faites du sport intense, vos muscles deviennent... vous avez de l'acide lactique et vous devez l'éliminer généralement à la fin de notre séance de sport. Quand on est assez discipliné, je ne suis pas toujours disciplinée, mais je devrais le faire plus souvent, mais on doit s'étirer justement pour que l'acide lactique s'évacue. Sinon, on va avoir des douleurs musculaires dans la journée qui suit, puis peut-être même un petit peu de la difficulté à dormir dans la nuit parce que ça va nous réveiller.
c'est la même chose avec notre cerveau. Quand on travaille beaucoup, comme on fait, nous, on travaille des fois 5, 6, 7, 8 heures d'affilée, on produit des déchets métaboliques. Et au bout de 15 minutes, normalement, on tombe un peu dans la lune. Notre cerveau il nous dit d'aller voir d'autres choses pour le temps qu'il fasse le ménage et qu'il envoie les déchets ailleurs. Si on ne fait pas ça, c'est un peu ce que nous expliquent messieurs Michel et Waldman, c'est que c'est pas grave de ne pas le faire là, de temps en temps, c'est juste qu'on se force et on n'est pas à l'aise. Là. Mais si on ne le fait pas, ça peut avoir des effets à long terme, d'après ces spécialistes-là, en vieillissant là, sur les maladies neurodégénératives qui sont un gros enjeu dans nos sociétés. Mais là, ça, c'est plus à long terme. Là. Mais c'est quand même important aussi de le voir comme une saine habitude de vie. Là. Alors, donc, en traduction, mais, on est dans cet esprit-là. Donc, on peut se laisser aller, puis c'est là que justement, on va bien gagner du temps parce qu'on ne sentira pas le besoin d'aller peut-être faire une pause de 15 minutes dans le parc pour trouver l'idée dont on a besoin. On est dans le bon état pour le faire. Alors, ça, c'est un autre gain qui nous permet de lutter contre l'épuisement. On fait aussi, d'ailleurs, ici, je vous invite. Ici, ça, c'est une ressource qui ne coûte rien, là, c'était, je crois, je ne me rappelle plus quelle université. En fait, c'est le cerveau à tous les niveaux. On explique justement de façon assez vulgarisée là, comment ça fonctionne. Et comment l'information part de la mémoire à court terme pour aller vers la mémoire à long terme. Et ça, c'est par la respiration. Comme tout à l'heure, je vous disais par le nez, vous respirez par le nez, vous oxygénez votre cerveau et puis les idées viennent plus facilement. Alors, vous avez ce lien-là, je vous laisse là de toute façon, David va vous envoyer la présentation d'aujourd'hui. Et aussi, je vais revenir un petit peu avant. Vous faites à cette étape-là, quand vous êtes comme ça, à la fois dans la lutte et à la fois présent, vous construisez un autre élément dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'un texte, pour l'avoir bien compris, il faut être capable de savoir. Il faut que vous soyez capable de me raconter. Je vais savoir si vous avez compris le texte, si vous êtes capable de me raconter de quoi il traitait. Si vous n'arrivez pas à me le dire, ça veut dire que vous n'avez pas compris le texte, même si vous avez traduit toutes les phrases honnêtement, là, correctement. C'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive le modèle situationnel. Nous, on appelle ça le contexte ou la situation, on pourrait dire un mot plus simple. Et ça, c'est qu'on va chercher dans la mémoire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans un texte parce qu'on ne peut pas tout mettre, là, ça serait beaucoup trop lourd. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on est obligé de déduire. Puis, il faut qu'on puisse faire, nous, les traducteurs, les bonnes déductions, puis il faut que la personne puisse faire les bonnes déductions quand elle va lire notre traduction. Elle puisse dire, c'est de ça que ça parle. Et non pas se dire, est-ce que c'est vraiment ça que ça veut dire? Donc, c'est à cette étape-là, avec ce passage-là, mémoire court terme, mémoire long terme, qu'on construit la situation dont traite notre texte. Alors, ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul, là, parce qu'il y a beaucoup on avance, on retourne en arrière, on va vérifier des choses. Et c'est sûr qu'on est plus habile, plus on travaille toujours avec le même type de texte ou avec les mêmes clients, plus on appréhende rapidement la situation. Ça, c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on a intérêt parce qu'on fait des liens avec des textes précédents du même client ou qui traitent de la même situation. Et puis là, ça avance beaucoup plus vite. Et là, les mots viennent plus facilement, plus spontanément quand on a à traduire. Alors voilà. Là, je vais vous parler, je vais vous envoyer un autre petit texte sur la longueur d'onde, les ondes gamma. Encore là, c'est avec la dictée. Je vais vous mettre ça dans le chat. Je vais vous laisser quelques minutes pour le regarder.
Alors là, ce que vous voyez dans ce texte-là, là, on a fait des exercices de cohérence cardiaque, c'est que le cœur, c'est comme un pacemaker, pour utiliser le terme anglais, un stimulateur cardiaque, qui, quand vous régularisez votre respiration, vous envoyez à votre cerveau un message pour qu'il déclenche les bonnes ondes dont vous avez besoin, les ondes gamma, les plus hautes en fréquence. Je les utilise actuellement avec vous, les ondes gamma, parce que vous les utilisez tous les jours quand vous communiquez avec quelqu'un. Si vous parlez avec quelqu'un, c'est que vous êtes en ondes gamma. Parce que quand on parle, on est obligé d'intégrer énormément d'informations en même temps. Ça peut être le langage du corps, ça peut être le contenu dont il est question, la situation, l'environnement où on se trouve. On a énormément d'informations à intégrer pour communiquer efficacement avec quelqu'un. Donc, quand on dicte, on monte nos fréquences. C'est comme si on parlait à quelqu'un, même s'il n'y a personne devant nous. Mais c'est ça. Et la parole, elle suit notre pensée. Comme quand je vous parle, c'est ce que je pense, je vous le dis là. Alors que quand on tape, on n'a pas cet effet bénéfique-là. Alors, ce qui fait que quand vous parlez, donc en dictant, il y a plein d'informations qui vous arrivent, qui vous arriveraient plus lentement quand vous tapez. Il n'y a pas juste… La semaine dernière, j'ai parlé du fait qu'un des désavantages du clavier, c'était que le clavier, aussi rapide soit-on avec le clavier, on n'arrivera jamais à suivre la pensée. La pensée est toujours plus rapide. Mais là, ce que je vous rajoute comme information, c'est que en plus, on monte nos fréquences et on intègre beaucoup plus d'informations, donc on amène beaucoup plus d'informations à notre conscience et qu'on peut utiliser dans notre texte qu'on traduit. Vous avez vu que le biais là, que je vous ai demandé de lire remonte à quelques années. Puis là, je parlais encore d'opératrices parce que j'ai travaillé avec des opératrices au début. Malheureusement, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une opératrice parce que c'est ça, les outils de reconnaissance vocale sont de plus en plus performants et puis ça nous donne une liberté qu'on n'a pas avec une opératrice parce que l'opératrice, c'est sûr qu'on doit s'entendre avec cette personne-là et cette personne-là aussi, elle doit avoir au moins 3 traducteurs très performants pour pouvoir gagner honnêtement sa vie. Et elle doit avoir des traducteurs qui ont des exigences compatibles les unes avec les autres parce qu'elle ne peut pas tout prendre en même temps. Donc, ça devient compliqué, là. Moi-même, quand j'ai quitté les traductions TC, j'essayais d'avoir une opératrice, puis je n'ai jamais été capable. C'est pour ça que je me suis tournée vers la reconnaissance vocale parce que j'en trouvais, mais je faisais un texte, mais ce que je voulais avoir, c'était en fidéliser une, puis qu'on apprenne à se connaître, qu'on travaille des années ensemble. Et actuellement, je pense que ce n'est pas possible ou c'est très rare, là. Je ne connais pas tout, là. S'il y a quelqu'un qui peut moi, je préférais travailler avec une opératrice parce que c'est sûr que c'est plus agréable d'avoir quelqu'un, là, et tout ça. Mais il faut vivre avec le temps, notre époque aussi, là. Alors, voilà. Donc, on dit qu'avec la dictée, on travaille avec les ondes gamma. Les ondes gamma, là, je mets pensée quantique. Je vous en parle parce que vous avez sûrement commencé à entendre parler des ordinateurs quantiques qui s'en viennent, qui sont efficaces, beaucoup plus rapides que nos ordinateurs actuels. Et les chercheurs et les spécialistes ne savent pas exactement comment ça fonctionne, mais ils savent que ça fonctionne. Donc, ça va être… là, on est dans la révolution de l'intelligence artificielle là, qui arrive. Puis là, ce qui s'en vient, ça va être le quantique qui s'en vient. Là, je lance comme idée avec un point d'interrogation parce qu'il y a des chercheurs qui se posent la question, est-ce que la pensée avec les ondes gamma, est-ce que l'information… est-ce que ça ne serait pas un peu comme le quantique? Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Moi, je me suis intéressée à la physique quantique. Là, je sais que les règles, quand on tombe dans le quantique,
les règles qui s'appliquent à la physique standard, la gravité et tout ça, ne sont plus valables quand on arrive dans le quantique. Qu'une particule peut être à 2-3 places en même temps, là, je ne comprends pas comment ça se fait, mais je sais que c'est comme ça que ça se passe, là. Donc, ça va sûrement être des sujets de recherche qui sont peut-être déjà, personnellement, je n'ai pas le temps de me mettre là-dedans, mais j'aimerais avoir le temps de le faire. J'espère avoir le temps dans les années qui viennent de m'intéresser à ça puis de voir comment est-ce qu'on peut devenir efficace en étant justement à la bonne longueur d'onde. Est-ce qu'on n'utilise pas, mais on n'en est pas conscient de toute façon, là, mais c'est peut-être pour ça que c'est plus facile, là. Alors, je laisse ici une source. Si vous voulez voir ici un peu l'état de la recherche, c'est un article de 2016 sur la pensée quantique. Ce n'est pas sur la traduction, mais c'est comment est-ce qu'on pense. Bien, ça pourra vous donner un aperçu, là. OK. Alors là, c'est ça. Nous, là, je parle des choses qui sont conscientes. Puis, il y a les automatismes. C'est ça qui est dans le danger, en tout cas. C'est qu'on n'en est pas conscient parce que c'est des choses qui nous habitent depuis tout petit, depuis qu'on apprend la langue, depuis qu'on est tout bébé. Alors, il faut comme reprendre un peu de recul par rapport à ces automatismes-là pour que se sécuriser et dire, prendre conscience qu'on peut s'appuyer là-dessus. Un des automatismes sur lequel je m'appuie beaucoup en dictée, c'est la syntaxe. Je dicte toujours dans ma langue maternelle. Je n'ai jamais dicté vers une langue seconde parce que je sais que ma grammaire, je la possède très bien. Fait que, puis, elle est automatique. Tu sais, j'ai mes accords de verbe et tout ça. Les genres et tout, le nombre et tout ça, comment j'utilise les nombres. Je n'ai pas besoin de me poser la question, sauf des fois, bon, est-ce que je dois faire un accord de temps de verbe, mais très peu. Alors, je m'appuie là-dessus, je me laisse aller, je ne me pose pas de questions. Donc, ça, c'est un automatisme dont je tombe sur le pilote automatique. Donc, j'ai comme la mémoire à long terme, je suis un peu dans la lune. J'ai mes automatismes qui sont là sur lesquels je peux m'appuyer. Alors là, j'ai un minimum d'énergie. Je suis un peu comme un avion qui décolle. L'avion, ça il prend beaucoup d'énergie pour décoller. Puis à un moment donné, quand il est haut dans les airs, ben, oups, il se laisse porter par son élan, là. C'est un peu l'image que je vois. Mais c'est de décoller là, qui est plus difficile. Et l'autre chose aussi, si vous avez la chance d'avoir acquis 2 langues très jeunes, qui vous permettent de dicter dans un sens comme dans l'autre. Il y a des gens qui ont 2 parents. Chaque parent parle une langue différente et puis souvent, bon, il y a un parent qui va parler une langue, l'autre parent va parler l'autre langue à l'enfant, puis ce qui fait que l'enfant va développer une compétence linguistique aussi bonne dans les 2 langues. Donc, quand il s'en va en traduction, cette personne-là, quand elle est en traduction, elle peut aussi bien dicter dans une direction que dans l'autre. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le bilinguisme d'enfance. Parce que quand on apprend les 2 langues tout petit, là, vous avez tous connu des petits-enfants qui commencent dont les parents parlent 2 langues. C'est toujours étonnant de voir à quel point ils n'ont pas d'accent. Ils sont à l'aise, ils vont même traduire pour grand-papa ou grand-maman qui ne comprend pas la langue du conjoint. Ils sont déjà très, très à l'aise, puis ils font ça bien, c'est avec la connaissance de la vie qu'ils ont, évidemment, l'expérience de vie qu'ils ont, mais ils font ça très bien. Alors, ils ont plein d'automatismes, c'est que leur cerveau, c'est comme une éponge, et puis ils ont des parties du cerveau qui intègrent tout, puis c'est automatique. Alors, ils peuvent dicter sans problème. Comme les autres, comme moi, qui ont commencé à apprendre leur langue seconde à l'école, au primaire, et puis plus tard à l'âge adulte, bien, à ce moment-là, qu'on appelle le bilinguisme d'adolescence. Même moi, ça n'a pas été un bilinguisme d'adolescence, je ne devrais même pas dire ça. Moi, c'était un bilinguisme d'âge adulte. Mais quelqu'un qui devient bilingue à l'adolescence va avoir beaucoup d'automatisme aussi.
il va pouvoir s'appuyer là-dessus, dans une langue comme dans l'autre, mais généralement, ils ont un petit accent qui reste toute leur vie. À partir de 13-14 ans, là, il reste un accent, mais ils procèdent très, très bien la langue. Donc, pour dicter, il n'y a pas de problème dans une direction comme dans l'autre. Et les gens comme moi qui ont acquis leur langue seconde, qui sont devenus fluents, comme on dit en bon québécois, qui parlaient comme il faut, à ce moment-là, c'est ça. Il y a beaucoup de choses que je maîtrise, mais je deviens fatiguée. Je deviens fatiguée. Par exemple, je ne peux pas parler. On a justement, actuellement, on a Fabiano qui est notre patron chez Oxo, là, qui s'en vient au Canada puis qui est en train d'apprendre le français. Puis je le vois, je travaille avec lui dans un comité, puis je le vois, il parle bien français, puis à un moment donné, je ne suis plus capable, là, je suis fatiguée, puis pourtant, il parle très bien français. Donc, il y a des parties du cerveau qui ne seront jamais automatisées. Parce que c'est un bilinguiste d'âge adulte. Donc, il se fatigue, mais il va prendre de la force avec le temps à mesure, là, mais ça va toujours être plus difficile. Je pense aussi à Joachim Lépine, qui est élevé dans les deux langues que certains connaissent, il va toujours donner ses formations, il dit en anglais, en français le matin, parce que c'est un peu comme ça, il l'a appris plus tard à l'adolescence. Parce qu'il fatigue plus vite. Puis il va donner ses formations en anglais l'après-midi parce que ça, c'est automatique. Fait que ça vous donne une idée jusqu'où ça peut aller. Donc, ça vous aide à faire des choix si vous voulez dicter d'un côté, dans une direction comme dans l'autre. C'est d'être conscient de la fatigue que ça peut vous amener ou pas de fatigue. L'autre chose, c'est la différence entre les hommes et les femmes, point de vue de la zone du langage. Ça, je me suis, dans mon doctorat déjà, je me suis intéressée à cet aspect-là parce que j'avais des interprètes qui étaient des hommes, et j'avais des interprètes féminins, femmes, hommes. Donc, il fallait qu'au moment où on a fait les statistiques, qu'on tienne compte de cet aspect-là. Mais avant de tenir compte de cet aspect-là, il fallait savoir c'est quoi qu'il y avait là-dedans. Est-ce que c'était vraiment significatif ou pas significatif? Donc, il a fallu que je fasse une recherche là-dessus. Et ce qu'il ressort, si vous faites un peu de recherche là-dessus, c'est que les hommes, en général, ont un petit peu moins de facilité. Mais ça, c'est des tendances. Hein? Je vous dis, là, je parle de personnes en particulier parce que je peux trouver une chose et son contraire, mais je parle de tendance, de statistiques. En général, les hommes vont avoir un petit peu plus de difficultés avec la grammaire, les accords et tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai compris bien des années plus tard, que M. Tessier a implanté aussi la dictée. Je ne sais pas s'il en était conscient, mais quand on dicte, on a moins, étant donné qu'on le dit, on a moins à s'occuper de est-ce que j'ai mis un S ou un X à la fin du mot, est-ce que j'ai bien mis ENT à la fin de mon verbe quand c'est un imparfait, est-ce que c'est AIENT que j'ai écrit ou AIT? On ne se pose pas la question, on parle, donc on n'a pas à se poser ces questions-là. Donc, c'est plus, comment je pourrais dire, mieux adapté peut-être aux hommes. Et je remercie M. Tessier d'avoir pensé à ça. Je pense que peut-être que nous, les femmes, étant donné que la zone du langage est plus élaborée parce que, veut pas, c'est nous qui mettons les enfants au monde, qui les élevons. On parle encore de langue maternelle parce que la première langue, c'est habituellement la langue de la mère parce que c'est elle qui est plus proche de l'enfant dans moins la première année. Donc, c'est ça. C'est des choses, là, on est plus dans le petit détail, la grammaire, le mot juste et tout ça. Mais encore là, c'est des tendances dont je parle. C'est à vous de voir là, comment vous vous situez par rapport à ça. Mais nous, moi, dans ma thèse de doctorat, il a fallu que je tienne compte de ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui sont interprètes parce que encore là, ça demande moins de précision pour une grammaire et orthographe et tout ça. L'autre différence entre les hommes et les femmes, ça c'est documenté,
c'est le cerveau est fait de deux hémisphères et il y a une structure qui relie les deux hémisphères qu'on appelle le corps calleux, qui est en fait, c'est une structure qui est faite de milliers, peut-être de millions de neurones là, qui relient les deux hémisphères. Alors, pour que l'information passe de votre hémisphère gauche vers votre hémisphère droit et vice-versa aussi. Parce que des fois, c'est votre hémisphère droit qui reçoit l'information, mais vous voulez en parler, donc il faut que l'information soit relayée à l'hémisphère gauche où se trouve la zone du langage. Alors, le corps calleux est plus étroit chez l'homme que chez la femme. Alors, ce qui veut dire que l'information chez la femme va circuler entre les deux hémisphères beaucoup plus facilement entre les deux. Ça a des avantages, des inconvénients. Et chez l'homme, ça va être plus limité. En tout cas, c'est peut-être un petit peu moins facile. Ça a des avantages et des inconvénients. Je ne parle pas pour la traduction en général, c'est sans doute encore là des adaptations au cours des générations pour faire face à aux époques où ça fait seulement peut-être 100 ans qu'on a beaucoup de sécurité, beaucoup d'objets, de technologie avec nous, là, mais jusqu'à tout récemment, ben, il y avait les tâches étaient vraiment divisées différemment. Donc, on avait une façon, c'est pour ça qu'il y a eu une différence entre les deux. Et souvent, le gros avantage que je vois du côté masculin, c'est souvent l'émotion est plus rapide, c'est plus dans la raison, plus facilement dans la raison que dans l'émotion. Les femmes sont plus émotives. En général, encore là, parce qu'il va y avoir des femmes qui vont être plus rationnelles, puis il y en a d'autres qui vont être, et vice-versa, il va y avoir des hommes très, très émotifs, mais il y a cette tendance-là aussi. Alors, par contre, on voit des hommes, et puis moi, ce qui me frappe aussi beaucoup chez les traducteurs masculins, ils sont beaucoup attirés par les domaines techniques, et puis ils sont très bons là-dedans. Ils se retrouvent là-dedans, c'est la réalité, là. C'est des réalités qui les interpellent davantage, mais ils peuvent être très créatifs aussi. Il y en a qui sont très bons dans le marketing, dans la transcréation et tout ça. On a, ceux qui ont des côtés artistiques. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, à voir. Malheureusement, ce que je déplore, c'est qu'on ne met pas beaucoup de sous dans la recherche sur tous ces aspects-là, le côté humain du traducteur. On met beaucoup de sous dans le développement d'outils informatiques de plus en plus performants, mais on ne se pose pas beaucoup de questions sur qui est le traducteur, qui sont les traducteurs, quels sont leurs besoins, tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous amène sur des pistes de solutions. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche qui se fait là-dessus. Et je pense qu'on aurait intérêt à en faire de la recherche parce qu'on est quand même un marché, je crois, au Canada de 3 milliards de dollars en traduction. Donc, je pense que si on faisait de la recherche sur qui on est, les traducteurs, nos besoins, comment avoir des outils adaptés aux traducteurs, bien, je pense que tout le monde serait gagnant. Alors, voilà. C'est ça. Donc, je peux juste vous mettre sur ces pistes-là. Et c'est pour ça que la dictée, moi, j'adore la dictée. J'aime beaucoup la dictée. Et je pense que les hommes aussi, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup la dictée pour ça. Je n'entrerai pas beaucoup là-dedans là, parce que on est beaucoup maintenant avec la post-édition. Vous avez sûrement pensé à ça aussi. Est-ce que la reconnaissance vocale et la post-édition, ça fait bon ménage? Je vous invite à suivre les formations de Joachim Lépine qui répond beaucoup mieux que moi à cette question-là. C'est ça, puis vous pourrez lui poser des questions. Aller chercher un peu plus d'informations de ce côté-là. Je vous ai parlé tout à l'heure de la situation qu'on construit en dictant. On fait ça en même temps. On fait plein de choses en dictant. Donc, on construit en même temps la situation. Et je vais vous envoyer, je vais vous mettre un petit lien
pour vous faire comprendre, parce que vous êtes tous conscients qu'on est maintenant rendu à l'étape de l'intelligence artificielle en traduction. DeepL devient de plus en plus performant, on le voit partout. Pour n'en nommer qu'un, parce qu'il y en a plein d'autres. Actuellement, moi, je travaille beaucoup avec un client qui a une licence de DeepL, fait qu'on travaille en post-édition, puis je me rends compte que ça fait du beau travail, DeepL. Mais ça reste que c'est une machine, puis ça restera toujours des machines. C'est sûr qu'une machine, c'est plus rapide qu'un être humain, à certains égards. Je veux dire, une voiture, c'est plus rapide qu'un être humain. C'est sûr. Alors, si on prend cet exemple-là très quotidien qu'on voit. Alors, c'est un peu la même chose, l'intelligence artificielle. Mais je vous invite à lire le texte qui suit. Puis, ça va peut-être vous amener à un autre point de vue. Je vais vous le mettre dans le chat. Alors, bonne lecture. On se retrouve dans quelques minutes.
Je pense que pas mal tout le monde a fini de lire. De toute façon, vous pouvez le relire, là. C'est pour vous montrer quelle est la différence. Il y a quelque chose, et eux, on parle de qualia, je ne sais pas comment ils prononcent ça, qualium, qualia, ou je ne sais pas quoi. C'est que c'est notre sensibilité. Puis ça, il n'y a pas de machine là, qui va. On traduit avec notre sensibilité, nos sens et tout ça, nos impressions. Donc, c'est très difficile à quantifier, mais c'est là. C'est quelque chose qui existe. Alors, c'est ça. Nos émotions. Donc, c'est ça. Vous pourrez de toute façon le relire. Puis c'est ça aussi, le but, là, c'était de prendre conscience de tous les mécanismes aussi. Là, ça redit un petit peu là, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'il faut être conscient des processus parce qu'on ne peut pas garder ça toute notre vie conscient. Là, on n'avancerait pas. Il faut vraiment que ça soit automatique. Mais quand on traduit, bien, on a aussi ce dont je n'ai pas encore parlé, mais j'avais parlé la semaine dernière, c'est le fameux mécanisme d'inhibition entre deux langues qui nous empêche d'avoir accès à la deuxième langue quand on veut traduire, ce qui est tout à fait naturel, pour pas qu'on ait deux langues qui veulent s'exprimer en même temps. Donc, on est fait comme ça, mais nous, il faut qu'on contourne ça à chaque fois qu'on traduit. Donc, c'est tout le défi là, de la traduction. OK. Alors, on va passer aux outils de reconnaissance vocale. Alors, je vais commencer par le plus, dont vous avez sans doute entendu beaucoup parler, c'est Dragon Naturally Speaking, qui est rendu très bien. J'ai ici, je vais juste montrer en haut la barre, je vais dire la barre Dragon. OK, en tout cas, je vais la laisser comme ça. OK. Alors, la barre Dragon, ça, c'est quand vous êtes dans une application, vous avez cette barre-là qui vous donne accès. Je vais vous montrer les principaux éléments là, qui sont intéressants pour les traducteurs parce que c'est sûr que cette application-là peut être utilisée à d'autres fins que la traduction. Là. Moi, j'aime beaucoup ici, on a les principales modalités, les principales options pour la dictée. Et celle que j'aime beaucoup utiliser, c'est dictée et commande, plutôt que dicter tout seul, parce que justement, quand j'utilise seulement, j'ai fait l'essai au début, j'essayais les deux. Dicter, ce que je remarquais, c'est que quand je donnais une commande, ben, des fois, il la reconnaissait, Dragon la reconnaissait, d'autres fois, il ne la reconnaissait pas. Et nous, dans notre travail, pour certaines personnes, ce n'est pas grave là, de travailler seulement en mode dictée. Là, quand ça n'a pas besoin, par exemple, pour un courriel, ça n'a pas besoin d'être trop sophistiqué. La mise en page n'a pas besoin d'être trop compliquée. Là. Mais nous, moi, je recommande dicter et commande cette option-là, de la choisir. Ici, vous avez évidemment le micro. Alors, quand c'est rouge, c'est que le micro est éteint. Quand c'est vert, c'est que là, il marque dictée non disponible parce qu'il voit que c'est une application PowerPoint, un diaporama. Là. Alors, il se rend compte qu'il n'est pas capable d'écrire quoi que ce soit dans cette application-là. Puis là, il est en train justement de me jouer un tour parce que alors, il est allé. Et voilà, il est en train de m'envoyer sur les roses. Alors, je vais le laisser comme ça pendant que je vais vous expliquer Dragon, puis je reviendrai à la présentation tout à l'heure. Et si je veux me mettre en mode pause, là, je ne peux pas le faire, mais j'ai une commande pour le mettre en mode pause, tout simplement, là, sans le fermer complètement. Oups. Ce qui est aussi intéressant, si on va le voir dans la présentation de la semaine prochaine, mais je vous en parle tout de suite,
c'est la fonction « lire ça ». Alors, c'est quand vous vous relisez, idéalement, c'est de faire 2 relectures. Une première relecture, je vous dis idéalement parce que c'est pas toujours possible, même rarement possible, de faire les 2. Mais si vous avez le temps de faire une première relecture en comparant l'anglais et le français, et la relecture, vous la faites faire, vous sélectionnez le texte là, et vous la faites faire par cette option-là. Alors, vous allez entendre la voix qui est sélectionnée. Elle s'appelle, dans mon cas, elle s'appelle Audrey. Alors, Audrey relit ce que je sélectionne comme texte et pendant ce temps-là, je pose mes yeux sur le texte de départ. Et là, j'entends ce qu'Audrey me dit, puis je me dis, c'est pas ça que je vois en anglais, j'ai oublié tel mot ou j'ai rajouté telle information qui n'est pas là. Alors, Audrey me ramène à l'ordre. Elle me dit, ben, c'est ça que je lis, là. Est-ce que c'est ça que tu veux? Dans le fond, elle me dit ça un peu, là. C'est un peu ça. Et c'est beaucoup moins fatigant. Un autre élément que je vais apporter pour vous dire que la dictée, c'est moins une source d'épuisement, même si ça ne devrait pas en être. Là. On est quand même fatigué, mais on risque moins d'être épuisé professionnellement avec cet outil-là. Parce qu'on a cette option-là qui s'ajoute. Ça, c'est très important. Une autre option que j'utilise beaucoup dans certains textes, surtout quand vous avez des longs textes avec des noms par exemple, je ne sais pas, vous traduisez un article scientifique dans lequel il y a le nom de différents scientifiques polonais, russes, américains. Alors, vous avez toutes sortes de noms. Et évidemment, dire ça à haute voix, ça donne ce que ça donne. Alors, il est possible d'aller dans l'éditeur de vocabulaire et je ne rentrerai pas dans les détails, mais d'entrer les noms, parce que des fois, si vous avez 20 000 mots à faire, là, puis que vous avez ces noms-là qui reviennent constamment, ça vaut vraiment la peine de faire cet effort-là au tout début. Et puis, à ce moment-là, c'est toujours bien écrit, vous ne vous cassez pas la tête. Encore là, vous réduisez votre fatigue, votre tension de cette façon-là. Puis, vous pouvez ajouter des nouvelles expressions. C'est sûr qu'il y a toujours, avec la dictée, les problèmes des homonymes, là, les SES puis CES et tout ça. Alors, c'est ça, je n'ai pas trouvé de façon de contourner ça, autre que à la relecture, de vérifier si je vois bien, mettons que c'est ITS, et puis je sais que ça va être SES en français. Là, quand j'arrive dans ces passages-là, je regarde est-ce que j'ai bien mis SES en français, parce que ça se peut que j'ai écrit, que Dragon ait écrit CES. Alors, il faut faire bien attention. C'est des petites choses comme ça. Alors, ça, c'est très, très intéressant. Je vais revenir à la présentation. OK. La présentation, pendant que j'y suis. Alors, l'autre outil dont je vous ai parlé, c'est la suite Office. Office, vous avez, là, on est dans PowerPoint. Alors, je vais commencer par à l'envers. Je voulais commencer par Word, mais puisque je suis dans PowerPoint, vous avez le micro ici, sur lequel je peux cliquer. Je suis prête à dicter. Et je peux choisir ici français de France. Il n'y a pas de français, à moins que je n'ai pas fait de recherche sur Internet, il y a peut-être moyen de rajouter maintenant français canadien. Alors, c'est une possibilité. Donc, je peux dicter en sélectionnant cette option-là directement dans mon PowerPoint. Ensuite, je vais aller dans Excel. Je l'ai pas ouvert, désolé. Je vais s'ouvrir. Je vais vous montrer. Dans Excel, c'est une autre façon. On va le voir plus la semaine prochaine avec. Oups. Ah, il ne veut pas. Bon, voilà. Voilà. Si vous avez un fichier Excel, je reviendrai là-dessus parce qu'ici, il faut installer la reconnaissance et la synthèse vocale, puis c'est plus compliqué que dans Word et dans PowerPoint. Mais je peux vous montrer quand même qu'avec le raccourci, la touche Windows H, je vais juste enlever.
enlever dragon. Alors, j'ai fait Windows. Je vais le refaire encore pour que ça soit plus. Voyez-vous, il y a un petit menu, une boîte ici qui apparaît et qui dit ici, on peut activer le micro. Puis, il me demande de choisir un champ de texte là. Il va dicter. J'ai d'assez bons résultats avec PowerPoint. J'ai fait des essais, puis comme c'est du français de France, je ne sais pas s'il détecte mon français canadien, puis il me sort des drôles de choses. J'ai dicté des choses aussi simples que bonjour, comment ça va? Et il m'a écrit ça va, S-A-V-A. Alors, disons que ça n'a pas l'air tout à fait au point. Ici, par contre, ça va mieux avec Excel. Donc, vous pouvez, d'une cellule à l'autre, descendre puis dicter dans les cellules. C'est ça. Et la dernière, ici. Alors ça, je vais fermer ça. Ici, vous avez dans Word, encore là, le petit micro. Et puis, vous avez encore le français de France. Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait là, dans l'essai dans Word parce que dans Word, généralement, j'utilise Dragon. Je trouve ça plus, je suis plus habituée avec Dragon, là, mais quoi qu'ici, il y a preview language. En tout cas, vous pouvez regarder là-dedans puis vous essayer. Là. Donc, c'est ça que je vous recommande. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer ça, la dictée, il est en train de m'écouter. Je ne sais pas qui me dit. Qui dit. Alors, c'est ça, c'est ici. Alors, c'est ça, les trois possibilités. Et maintenant, on va regarder dans les environnements de traduction parce que je vois que le temps file, il nous reste 15 minutes. On va regarder qu'est-ce que ça fait Dragon dans Studio. Alors, dans Studio, moi, ce que j'ai trouvé qui allait le mieux, c'est parce que Studio, je l'ai essayé pendant des années. J'essayais d'une version à l'autre, je me disais, ça va mieux marcher, ça va mieux marcher. Ça ne marchait jamais mieux avec Dragon dans Studio. Il était assez capricieux. Je lui donnais des commandes de mettre une majuscule en début de segment. Des fois, il la mettait, des fois, il ne la mettait pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais peut-être que je n'ai pas bien prononcé. Puis là, je prononçais de la même façon. Alors, j'avais mis ça de côté parce que je trouvais ça irritant plus qu'autre chose. Jusqu'au jour où j'ai découvert l'application No Brainer, qui est une application qui, je vais juste essayer de la retrouver. Oups là, il a disparu. No Brainer, qui est une application qui a été faite par une autre entreprise. Bon, il est supposé être quelque part. Je m'excuse, là. Je l'ai perdu. Ça doit être ici. Bon, ici. Alors, No Brainer, c'est une application qui permet de programmer les commandes de Dragon. Entre autres, je veux dire, c'est bon pour d'autres applications aussi, là, mais pour nous, là, ce qui a été très intéressant, c'est que j'ai été capable de programmer les commandes de Dragon qui marchaient et qui ne marchaient pas dans No Brainer. C'est une collaboration avec Nuance, une entreprise à qui Nuance a demandé de faire cette application-là, je pense, ou je ne connais pas là, les tenants et les aboutissants de leur entente, mais je sais que se sont entendus. Et ce qui fait que si j'ai un projet, ben, à ce moment-là, je vais avoir les commandes. J'essaie de retrouver de Dragon. Ça demande un petit peu de programmation, c'est ça l'affaire. C'est un petit peu plus, mais ça vaut vraiment la peine. Et que je ne vais pas me mettre plus de temps là-dessus parce que je vais vous le présenter dans la capsule qui suit. Vous allez voir comment ça fonctionne. Ça va être beaucoup plus efficace là, de vous le montrer de cette façon-là. Alors, je retourne
Alors, c'est la capsule qu'on avait commencé à regarder la semaine dernière, mais j'avais coupé à la toute fin parce qu'on était on commençait les environnements de traduction. Alors, je vous présente le restant de cette capsule-là. Je vais vous le mettre à peu près c'est à peu près à 20 minutes. Sylvie, on ne le voit pas. On voit encore ton Trados. Ah! Vous allez le voir. Ah! Là, on est dans Traduit. Trados, je vais vous le montrer dans la capsule. Voilà. Puisque je sais que plusieurs d'entre vous, vous travaillez avec Trados. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va commencer. Je pense que c'est juste ta fenêtre qui n'est pas la bonne fenêtre active. Ouais. À l'écran, on voit encore la fenêtre de SDL Trados Studio. Ah! Je pense que c'est seulement comme Éric disait, mais dans l'autre écran. Je comprends. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de fichier. OK, je vais juste essayer quelque chose. Là, vous voyez la fenêtre de Trados, c'est ça? Oui. Oui. OK. OK, alors je vais regarder le partage d'écran. Qu'est-ce qui s'est passé? Sinon, peut-être juste reprendre le partage, puis... C'est ça, il est en pause. J'ai dû accrocher le bouton, là. Ah, OK, voilà, voilà. Alors, je vois. Reprendre le partage. OK, là, vous voyez l'écran avec Trados. Puis là, on va retourner dans la capsule. Oui, là, ça fonctionne. Excellent. Edge. Je crois. Ouais. Edge. OK. Là, vous voyez la fenêtre de Traduit. Puis bientôt, on va tomber dans Trados. Alors, c'est ça. Alors, vous voyez en haut, vous allez voir DNS, Dragon, puis à droite, vous allez voir No Brainer dans la présentation. Alors, je vous laisse regarder ça. Dans l'environnement SDLX, je vais vous montrer un petit peu là, si vous vous rappelez, ça vient des numéros précédents. Ce que je dois prendre, en fait, Dragon ne peut pas prendre en charge toutes les commandes habituelles. Donc, il faut que j'utilise No Brainer, qui est une application mise au point par une société qui s'est associée avec Nuance et qui me permet de dicter les commandes dont j'ai besoin, les commandes de SDLX dans Dragon. Et je dois ajouter une petite fenêtre ici à droite qui va apparaître à droite dans laquelle il y a les commandes que j'ai programmées. Alors, on voit ici No Brainer qui est en train d'ouvrir Dragon. Donc, on voit que c'est déjà un petit peu plus compliqué qu'avec Traduit, mais on sait que SDLX, c'est un des gros environnements de traduction qui est utilisé partout dans le monde. Donc, on peut difficilement passer à côté, là. Alors, on voit apparaître la barre que je place ici. Alors, on va voir ici les raccourcis qui vont apparaître dans cette barre-là, dont les principaux sont configurer segment et suivant, que j'utilise beaucoup parce que lorsqu'un segment se répète, eh bien, il va tout de suite, si je confirme tout de suite, il va se placer, la traduction va se placer
partout dans le texte. J'utilise beaucoup aussi Espace Insécable. Je sais qu'on peut utiliser Antidote, mais j'aime mieux les placer parce qu'Antidote, ce n'est pas toujours parfait non plus. J'utilise beaucoup aussi... qu'est-ce que j'utilise aussi? Confirmer segment, espace insécable. Et il y en a un que j'aurais bien voulu qui fonctionne, c'est rejouer pour pouvoir faire jouer la phrase, réécouter la phrase en français, mais malheureusement, je ne suis pas arrivée à le programmer malgré le temps que j'ai passé sur cette commande-là. Alors, peut-être qu'un jour, je trouverai la réponse à ce problème-là. Donc, là, on voit que tout est prêt. Je suis prête à commencer à dicter et ça va partir. Donc ici, évidemment, on a l'inconvénient de ne se retrouver dans un environnement segment par segment. Donc, on perd de vue la vue d'ensemble du texte. On ne sait plus vraiment où commencent et où se terminent les paragraphes. C'est sûr qu'on peut voir les indications à droite, mais ce n'est pas comme dans Traduit. Et c'est un petit peu la même chose là, pour les polices de caractère. Donc, voilà. Et là, on commence à voir la fonction de traduction automatique qui s'ajoute, qui va aider à la dictée. Ça, on y reviendra. Et voilà, ça commence. Ça va très, très bien. Une fois qu'on est... Tout est installé, tout est beau. Alors, ça va très vite. Voilà, premier segment qui se dicte. On a un très beau résultat avec ordonnancement, qui n'est pas quand même un mot qui est quand même pas très, très fréquent. Et puis, voilà. Confirmer, segment et suivant. Donc, on va voir le petit crochet vert. Ici, le segment suivant. Il y a eu un petit problème ici, là, une fenêtre qui n'aurait pas dû s'ouvrir. Alors, je recommence. Et voilà, carrière avec espace insécable que je dicte, le 2 points et confirmer segment et suivant. Voilà. Alors, je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question et je vous donne rendez-vous pour le numéro 3 très bientôt. Alors, vous n'entendiez pas la voix parce que je n'étais pas capable, quand j'ai produit cette capsule-là, je n'étais pas capable de l'enregistrer. Mais et j'ai après ça présenté, là, mais je l'ai commenté là, plutôt que. Mais vous voyez comment est-ce que ça va vite, là. Puis quand on a les bonnes commandes, bien, ça défile, là. Alors, on devient très efficace. Et là, je vois que le temps passe. Alors, je vais tout simplement vous inviter à regarder quelques minutes auparavant Traduit, l'environnement Traduit. Vous avez la même, je dicte aussi, et puis vous voyez là, comment est-ce que ça se passe. Alors, vous allez pouvoir vous faire une idée, voir un petit peu comment ça se passe les deux. Et je vous invite aussi, là, étant donné que le temps file, à aller voir, lire, pas lire, plutôt écouter Traduit SDL DNS, c'est une autre capsule que j'ai faite, et aussi améliorer la saisie avec Dragon Naturally Speaking. Alors, ça, c'est dans Traduit, c'est comment utiliser certains raccourcis avec Dragon, mais c'est des raccourcis de Traduit et avec les raccourcis de Dragon. Donc, ça peut vous donner des idées. Et si vous voulez en savoir plus sur la dictée et la post-édition, ou encore appelée traduction neuronale, je vous invite à aller à suivre les formations de Joachim qui va donner à Magistrade le 28 octobre et le 4 novembre prochain. Alors là, vous allez pouvoir voir d'autres environnements et puis d'autres moteurs de traduction automatique. Alors, ça peut vous donner d'autres idées aussi, là. Je pense que ça va s'arrêter. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, en fait, en conclusion, c'est que l'approche que je propose, c'est une approche où c'est le traducteur qui est au centre de l'approche
et non pas, alors qu'on travaille tous et toutes avec des outils qui sont faits pour les gestionnaires de projet et pas pour les traducteurs. Donc, il y a beaucoup d'irritants. La raison pour laquelle ça en est venu à ça, moi j'ai eu une longue conversation avec M. Barabé là-dessus, c'est que semble-t-il, les premiers systèmes les premiers outils d'aide à la traduction ont été proposés à des traducteurs dans les années 70. Le premier qui en a fait un l'a proposé à d'autres traducteurs pour pouvoir qu'ils améliorent, pour les amener à améliorer leur productivité. Et ça a été mal reçu par les traducteurs. Ce qui a fait que le concepteur s'est tourné vers les entreprises et que les entreprises, bien, évidemment, elles ont donné une autre approche à ces outils-là, plus axée sur la gestion de projet, les profits que l'entreprise dont elle a besoin pour pouvoir continuer à être en affaires. Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. On a plein d'outils, mais ils sont tous faits pour la gestion de projet avant tout. Parce que ce n'est pas normal que quand on sait comment ça fonctionne la traduction, qu'on soit obligé de travailler dans un environnement avec 2 colonnes. On ne voit même pas les paragraphes, on ne voit pas les polices. C'est des balises qui nous disent que c'est des caractères gras. La hauteur des caractères, ce n'est vraiment pas normal. C'est contre-intuitif. Ça va à l'envers de la façon dont on travaille. Donc, c'est un concours de circonstances qui a fait que le marché est rendu comme ça. À ma connaissance, je ne les connais pas tous, mais à ma connaissance, celui qui a proposé une autre chose, c'est le concepteur de Traduit, là, Simon McDuff. Alors, Traduit, c'est vraiment, il garde l'idée, justement, de mémoire de traduction, terminologie, tout ça, mais le cœur de son application, c'est le texte, un texte avec les paragraphes, les polices et tout et tout. Alors, c'est ça. Donc, on espère qu'on va avoir un jour des outils mieux faits pour nous. Alors, c'est ça. Alors, c'est là-dessus. Vu encore, on va intégrer le 4e cycle de la traduction, superstructure, qui va nous être très utile pour la synthèse vocale. Je vais vous montrer aussi différents outils et on va faire là des démonstrations. Je vais faire des démonstrations avec différents types de voix, puis vous amener à trouver celle qui vous convient le mieux. Moi, j'aime beaucoup Audrey, mais il n'y a pas juste Audrey dans la vie. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine et à bientôt. Au revoir. Un gros merci, Sylvie. Bon Merci, week-end à tout le Sylvie. monde. Bye. Bye. Bye tout le monde. Au revoir. Sylvie, est-ce que je peux poser une question? Ah, oui, vas-y. Donc, moi, je veux juste savoir, principalement, je travaille dans la traduction juridique. Donc, souvent, nos phrases sont très longues, très denses. Il y a énormément de terminologie. Parfois, c'est les verbes, plein de verbes juxtaposés en énumération, puis des verbes transitifs, intransitifs, directs, indirects. Et donc, là, dans une approche de dictée où on mise beaucoup sur l'automatisme? Pas nécessairement. On mise sur les deux. On mise sur l'automatisme pour se sécuriser, parce qu'on l'a en soi, puis on le sous-estime. Mais le gros moteur, c'est la conscience, c'est Oui. C'est ça. Mais c'est ça. En fait, c'est ça. Ma question, c'est juste savoir si la dictée reste quand même utile dans ces types de textes-là. Oui. Oui, moi, en fait, tu fais beaucoup de traductions juridiques. C'est ce que j'entends. Oui, principalement. Bon, c'est ça. Donc, ça, c'est un gros avantage. Tu me disais, j'en fais une par 6 mois, là, je te dirais non. Parce qu'à chaque fois, il faudrait que tu te remettes dans le bain et tout ça. Là, tu dois voir, parce que j'en ai fait beaucoup, c'est une de mes spécialités, la traduction juridique. Puis, je sais qu'ils ont beaucoup d'énumération, mais à un moment donné, il y a toute une terminologie qui revient tout le temps. Là, surtout quand, je ne sais pas quel genre de texte. Moi, j'ai fait beaucoup de conditions d'utilisation pour les sites web. Là. Je ne sais pas si tu en fais. Des contrats, oui. Des contrats, c'est des contrats essentiellement. Bon, OK. C'est pas OK. Alors, on parle à peu près du même genre de terminologie. Puis, il y a souvent des termes comme les ayants droit, les représentants, les mandataires. C'est ça, là, c'est de ces gens. Alors, ça, là, comme tu en fais souvent, c'est une terminologie qui est déjà dans ta mémoire à long terme. Veux pas, là, c'est accessible. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance quand tu. Et est-ce que tu travailles vers l'anglais, vers le français? Vers le français. Vers le français. Vers le français. OK. Alors, fais-toi confiance.
Puis, c'est sûr que j'entends un léger accent dans ta voix, fait que c'est sûrement un bilinguisme d'adolescence que Oui, tu as. effectivement. OK. Donc, c'est ça que j'expliquais, c'est que toi, tu vas. Bravo, hein, courage, t'es courageux, merci. parce que j'ai pas fait j'ai jamais osé faire le pas dans l'autre sens, moi. Et je sais que non seulement tu as des textes difficiles, mais en plus, c'est un bilinguisme d'adolescence qui fait que tu veux pas, tu vas te fatiguer plus qu'un francophone dont c'est la langue maternelle. C'est ça. Oui, Il tout à faut fait. que tu sois conscient de ça. Alors, vas-y, c'est une réflexion là, que je vous amène là, pour vous connaître et vous situer par rapport à tout ça. Là. Fait que tu vois, je te réponds pour toi. Là, C'est bon. tu m'en reparleras? Oui, OK? c'est clair. Je te raconterai après. D'accord. Ben, merci. Ça fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, Daniel et David. Et puis Absolument. Graham aussi. Oui. D'accord. À bientôt. Bye.